Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire que je vais animer avec Guillaume Antona aujourd'hui de chez Huawei. L'idée c'est de Bonjour. vous parler du Wi-Fi 7, donc cette nouvelle norme qui va sortir d'ici peu de temps. Vous présenter aussi un petit peu le matériel que propose la marque Huawei et on terminera sur une présentation de la solution cloud qui s'appelle NCE Campus, qui a pour but de vous permettre d'administrer l'ensemble de vos équipements de façon plus souple vu qu'on passe par le cloud. Je te laisse la parole, Guillaume. Donc bonjour à tous, je suis Guillaume Antona, je travaille chez Huawei en tant qu'avant-vente pour le Grand Quart Sud-Ouest et certains comptes au niveau national. Je suis donc en charge de toute la partie IP chez Huawei, donc que ce soit le Wi-Fi, le switching, les besoins campus, le data center en général. Donc aujourd'hui la session va se focaliser un peu plus sur la partie Wi-Fi 7 spécifiquement. Donc c'est une norme qui est maintenant disponible, qui est à la fois d'un point de vue norme et évidemment disponible, mais également chez Huawei, on a notre première borne Wi-Fi qui est évidemment disponible et livrable. Donc on va regarder un peu les différences au fur et à mesure, disons, des différentes évolutions du Wi-Fi 5 à Wi-Fi 7, en passant par 6 et 6E évidemment. Et on va effectivement un peu étudier les différences entre les différentes technologies et ce que ça nous apporte aussi dans la vraie vie, puisque c'est aussi le sujet qui est important. Si on prend un peu plus de recul, pour Huawei, on voit qu'effectivement la branche entreprise est une branche qui est maintenant elle a à peu près 10-12 ans. Donc pour information, Huawei effectivement est constitué de trois différentes branches. Il y a une branche côté service provider, donc tout ce qui est 5G, etc. On va avoir à l'opposé la branche vraiment consumer, donc tout ce qui est les montres connectées, les ordinateurs, les smartphones, etc. Et entre les deux, la branche entreprise dans laquelle je travaille. La branche entreprise va fournir tout ce qui est besoin réseau, connectivité pour les entreprises, collectivités, également secteur public, etc. Mais également les solutions de stockage qui ne sont pas traitées aujourd'hui, mais que nous pouvons évidemment discuter. Si on se concentre sur la partie vraiment réseau, et en particulier la partie campus, donc ce qu'on appelle le campus, c'est tout ce qui est Wi-Fi, LAN et également WAN, notamment la partie SD-WAN. On voit effectivement qu'on a largement progressé en termes de part de marché, mais également en termes de reconnaissance au niveau du marché. Si on regarde justement le dernier cadran Gartner sur la partie LAN filaire et également Wi-Fi, donc Wired and Wireless LAN infrastructure, on voit qu'effectivement, au fur et à mesure des années, on a progressé pour être maintenant dans le cadran leader, ce qui est effectivement une reconnaissance sur laquelle on est très fier et ce qui nous permet effectivement d'être considérés à côté de d'autres grands acteurs comme nous au niveau du marché. Euh, Ces nombreuses évolutions ont amené certaines choses intéressantes par rapport aux clients et l'une qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est le concept du Wi-Fi en accès primaire finalement au réseau. On a beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, est-ce que ça vaut toujours la peine de câbler, de mettre autant de câblage, etc. Alors qu'aujourd'hui, on peut peut-être se connecter en Wi-Fi surtout. Est-ce que le Wi-Fi est suffisamment fiable? Oui, le Wi-Fi est suffisamment fiable à partir du moment où effectivement c'est bien fait et à partir du moment où on utilise les bonnes technologies et également le bon constructeur. Donc aujourd'hui, les dernières avancées technologiques, et notamment le Wi-Fi 7, nous permet d'aller effectivement encore plus loin, où on peut utiliser le Wi-Fi comme média d'accès primaire finalement à votre réseau. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable. On garde en tête que il faut évidemment respecter toutes les bonnes pratiques de déploiement. On travaille effectivement avec un écosystème de partenaires dont Novancy, qui a effectivement cette capacité à accompagner nos clients sur le respect des bonnes pratiques et le choix des bons équipements Huawei pour fournir effectivement un réseau suffisamment performant et fiable comme accès primaire à votre infrastructure. Si on prend un peu de recul maintenant sur les normes, donc comme vous le savez probablement, le Wi-Fi ça a maintenant pas mal d'années. Et ce qu'on se rend compte, c'est que au fur et à mesure des évolutions, il y a des nouvelles choses qui ont été amenées. Donc typiquement, ça a commencé donc le 802.11. Au début, ça fonctionnait qu'en 2 Go 4. Après, il y a la bande des 5 Go qui est arrivée assez rapidement.
Et au fur et à mesure, les protocoles ont bougé. Concrètement, le Wi-Fi a commencé à réellement devenir à peu près fiable et à être utilisé dans le monde entreprise à partir du Wi-Fi 4, donc ce qu'on appelait le 802.11n. C'est à cette étape-là que effectivement Huawei a décidé de développer des produits sur la branche Wi-Fi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez sûrement, chez Huawei, dans la branche opérateur, on a énormément d'expertise sur la partie radio, donc tout ce qui est antenne, radio, traitement de signal, etc. C'est la force de Huawei, littéralement. Hein. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas réinventer la roue. On a des brevets, on a des technologies efficaces, un côté antenne 5G par exemple. On va essayer de les réutiliser pour les mettre dans nos bornes du marché entreprise, celles que vous pouvez acheter. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'effectivement, on va avoir des produits qui se démarquent de ce qu'on peut retrouver normalement sur le marché. Donc si effectivement on revient aux différentes normes, donc c'est effectivement à partir du Wi-Fi 4 où on a un Wi-Fi qui a commencé à être un peu plus, disons, fiable et utilisable en entreprise, et petit à petit ça a évolué. Grosse évolution évidemment avec le Wi-Fi 5 qui a été en deux étapes, hein. On a le Wave 1 et Wave 2. Donc la vraie évolution effectivement c'était la partie Wave 2 avec beaucoup plus de débit. Et le Wi-Fi 6 a effectivement été un énorme changement par rapport à Wi-Fi 5. Donc, nouveau protocole, Wi-Fi 6, donc le 11AX. Le Wi-Fi 6 est disponible en 2 Go 4 et en 5 Go. Je laisserai Novancy vous accompagner dans les best practices. On essaye de garder en tête que le 5 GHz est la fréquence à préférer par rapport au 2 Go 4. Mais effectivement, la norme Wi-Fi 6 existe également. On peut également l'utiliser en 2 Go 4 avec des performances évidemment qui sont un peu moins. Ce qui est intéressant, c'est que le Wi-Fi 6, il y a une subtile évolution, qui est le Wi-Fi 6E, qui finalement en soi n'a absolument rien amené d'un point de vue protocolaire. C'est le même protocole, on le voit ici, 802.11x, mais a amené simplement une nouvelle bande de fréquence qui a commencé à être libérée dans certains pays, et justement, on va en reparler. La vraie évolution après le Wi-Fi 6, c'est Wi-Fi 7. Donc là, c'est 11BE, donc c'est la norme actuelle. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. D'un point de vue part de marché, alors j'irai vite là-dessus parce que c'est vrai que ça un peu plus marketing. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une session un peu plus technique. Mais on se rend compte que aujourd'hui, Huawei a vraiment énormément de croissance sur tous les marchés et en particulier sur le marché Wi-Fi. Et on peut le voir avec ou sans le marché américain. Vous vous doutez bien qu'effectivement, aux États-Unis, on retrouve un peu moins de Huawei. Si on enlève effectivement le marché nord-américain, on voit que on occupe aujourd'hui quasiment 20% de part de marché, ce qui est assez important étant donné le marché très concurrentiel qu'est le Wi-Fi. Ce qui est important de garder en tête, j'en ai parlé, la R&D est une partie extrêmement importante chez Huawei. Et on a la chance évidemment d'avoir des ingénieurs brillants et qui ont justement travaillé à l'élaboration des protocoles. Donc ça a démarré effectivement avec le Wi-Fi 4, donc il y a beaucoup d'investissements qui a été fait en 4, 5, 6 et maintenant 7. Et effectivement, vous vous rendez compte que l'investissement qui a été fait au développement de ces nouvelles technologies, on voit qu'effectivement Huawei est dans les premiers et même le premier contributeur à la norme Wi-Fi 7. Et ça, c'est un point qui est effectivement important. Donc, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Si on veut être capable d'avoir des bons produits, d'avoir les meilleurs produits, il faut investir massivement en R&D. Il faut avoir les personnes, les ingénieurs qui soient présents. Par exemple, vous voyez, chez Huawei, il y a environ 200 000 salariés dans le monde. Il y en a 100 000 dédiés à la R&D, donc toutes branches confondues, mais il y a quand même la moitié du staff qui est dédié à la R&D, et effectivement, ça nous permet d'être justement très bons contributeurs sur le développement des protocoles. Donc, aujourd'hui, effectivement, la norme aujourd'hui, c'est le Wi-Fi 7. Donc, on est aujourd'hui sur une norme qui est donc active. Hein. On est fin 2023, donc on est sur une norme qui est aujourd'hui disponible dans les équipements. Donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de puces et de téléphones et d'ordinateurs qui supporteront le Wi-Fi 7.
Comme effectivement on l'a vu au cours des dernières années. À une époque, on avait des équipements que Wi-Fi 5, puis 6, un peu 6E. 6E, effectivement, comme j'expliquais, ça a été une tendance un peu mitigée puisqu'il n'y avait pas vraiment de grosses évolutions. Mais donc petit à petit, on va avoir de plus en plus de terminaux qui parlent Wi-Fi 7. Ce qu'il faut évidemment garder en tête, c'est que tout ce qui est compatible Wi-Fi 7 est évidemment compatible avec les anciens protocoles. Donc si on regarde purement d'un point de vue purement technologique, quelles sont les différences entre le 6, le 6E et le 7? Donc on en a parlé rapidement tout à l'heure. Le Wi-Fi 6 a été une évolution assez importante. Donc on fonctionne toujours sur les bandes de fréquence 2 Go 4 et 5. Donc le Wi-Fi 6 permet de fonctionner en 2 Go 4. Encore une fois, attention, le 2 Go 4, c'est pas nécessairement une bande de fréquence qui est adaptée à l'usage entreprise, parce que justement c'est une petite bande de fréquence qui est assez polluée. Donc on essaie de privilégier les bandes de fréquence, les fréquences 5 GHz. On voit qu'on a une bande passante de 160 MHz, ce qui nous permet effectivement d'avoir des débits peut-être un peu plus confortables. Plus on a une bande passante élevée, moins on a de canaux différents. Donc effectivement, en fonction du nombre de bornes, il va falloir justement peut-être être un peu plus cohérent sur les choix de bande passante. La modulation, on est en 1024 quadrature. Et la grosse évolution de Wi-Fi 6, ça a été l'arrivée de l'OFDMA. Donc OFDMA, c'est une méthode d'accès qui permet d'avoir pour un usager, pour un slot de temps et une fréquence, une porteuse, avoir plusieurs usagers qui l'utilisent en même temps. Auparavant, avant Wi-Fi 6, quand un usager parlait au réseau, il occupait un temps radio. Donc, comme maintenant, je suis en train de parler, les autres personnes autour de moi sont obligées d'attendre que j'ai terminé de parler pour pouvoir discuter. En Wi-Fi, c'était pareil. Quand un usager parle, les autres doivent attendre. Donc, plus on a d'usagers, évidemment, drastiquement, plus le débit et la qualité de service va effectivement baisser. Le Wi-Fi 6 a mis une grosse évolution là-dessus parce qu'on était capable, sur la même fréquence et sur la même période de temps, d'avoir plusieurs usagers en même temps. On a malgré tout, à certains moments, où on a des temps de silence, donc on a peut-être une efficacité spectrale qui est un peu moins élevée, mais ça reste qu'on avait quand même une bien meilleure efficacité qu'avant. Donc ça, c'était un point qui était assez important. Euh, la partie multilink est importante, on va y revenir sur le Wi-Fi 7. Le multilink, c'est est-ce qu'on est capable de parler sur plusieurs fréquences en même temps? La réponse est non jusqu'au Wi-Fi 7. En Wi-Fi 6, vous êtes connecté en 2 Go 4 ou en 5 GHz, mais pas sur les deux. Okay, donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, le Wi-Fi 6E, donc vous le voyez, c'est exactement les mêmes débits, d'accord, qu'on soit en 5 Go ou en 6 GHz. On a les mêmes fréquences plus la fréquence 6 GHz pour les pays qui l'ont libéré. L'intérêt là-dedans, il est relativement limité. Aujourd'hui, la bande de fréquence 5 GHz n'est pas nécessairement saturée, même loin de là. Donc finalement, le 6 GHz, c'est peut-être quelque chose qui peut être potentiellement intéressant, mais d'un point de vue usage, aujourd'hui, ça fait pas une grosse différence. On a les mêmes bandes passantes, la même modulation, la même média d'accès. Donc, c'est ce qui montre qu'on a typiquement la même performance. Donc, la différence entre le 6 et le 6E est extrêmement minime. L'ajout du 6 GHz n'a pas drastiquement changé la donne. Mais effectivement, voilà, sachez que la vraie évolution, ça a été Wi-Fi 6. 6E, c'est plutôt un investissement un peu plus marketing, disons. Le vrai changement, c'est Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, donc vous voyez, les débits augmentent drastiquement par rapport à ce qu'on pouvait atteindre avant. On a effectivement les trois bandes de fréquences qui sont toujours là, donc le 2 Go 4, le 5 et le 6 Go. Par contre, on a une bande passante possible, donc des canaux qui peuvent être 2 fois plus larges qu'auparavant. On a une modulation qui a 4 fois plus de points, donc ce qui nous permet d'avoir 20% d'informations en plus qui peut être transmis. C'est ce qui explique aussi la hausse du débit. On a amélioré la partie OFDMA. Donc la partie média, donc la partie accès aux médias, accès au temps radio a été améliorée, ce qui fait qu'on a vraiment quasiment plus de temps
où on n'exploite pas la radio. Donc, on a une bien meilleure utilisation radio. Ça, dans la vraie vie, ce que ça veut dire, c'est que quand on va avoir un grand nombre d'usagers connectés sur une radio qui veulent parler en même temps, on va avoir une bien meilleure expérience en Wi-Fi 7 que ce qu'on pouvait avoir en Wi-Fi 6 ou voire même 6E. Okay, donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'efficacité spectrale est largement augmentée en Wi-Fi 7 parce qu'on a une nouvelle méthode d'accès. C'est une évolution de FDMA qui nous permet de faire ça. C'est le multi-RU. Et la grosse nouveauté en Wi-Fi 7, c'est ce qu'on appelle le multilink. Alors ça, c'est vraiment une révolution. Donc cette révolution, en gros, permet pour un usager, pour un terminal, vous pouvez ce terminal peut parler en même temps en 2 Go 4, en 5 et en 6 Go. Donc, que ce soit pour de la meilleure performance, de la meilleure fiabilité. On sait que par exemple, 2 Go 4 traverse plus facilement les vitres, plus facilement les murs. Même si c'est pas la meilleure bande de fréquence, ben ça va peut-être nous permettre d'aller finalement un peu plus loin, d'aller dehors parce que on a du signal qui passe plus facilement en 2 Go 4 qu'en 5 ou en 6. Mais on reste connecté sur le 5 et le 6 tant qu'on le peut pour avoir la meilleure qualité possible. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Multilink nous permet de parler sur toutes les radios en même temps. Donc ça, c'est c'est un énorme avantage parce que ça va nous permettre d'utiliser un peu les avantages et les inconvénients de l'ensemble des fréquences. Si on regarde la fréquence, donc 6 GHz, j'en ai parlé, elle a commencé à être libérée par certains pays. Donc tout ce qui est Wi-Fi 7, effectivement, je l'ai dit, on fonctionne de 2 Go 4, enfin sur les fréquences 2 Go 4, 5, mais également 6. Et on voit que la bande de fréquence du 6 GHz, elle est très grande, mais aujourd'hui, dépendamment les pays, il n'y a pas tous les pays qui ont adopté toutes les bandes 6 GHz. Donc, par exemple, nous, l'Europe, on est sur les fréquences dites basses, et on a effectivement de 5,9 GHz à 6,4 GHz. On ne peut pas aller jusqu'à l'ensemble des canaux. Donc c'est déjà intéressant parce que vous voyez, on a quasiment doublé le nombre de canaux qu'on avait disponibles en Wi-Fi 5, en 5 GHz, pardon. Mais effectivement, il faut savoir que dans certains pays, ils ont libéré toutes les bandes de fréquences. La bande de fréquence 6 GHz en France a été libérée il y a environ un an, ouais, à peu près un an. Donc c'est quand même relativement frais et on verra en fait au fur et à mesure du temps est-ce qu'on va être capable de libérer d'autres bandes de fréquences pour nous permettre d'utiliser un peu plus que ça. Donc aujourd'hui, quand vous utilisez du Wi-Fi 7 en France, on va fonctionner sur la partie basse des canaux 6 GHz et la partie haute sera réservée effectivement aux pays qui l'ont libéré. J'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a eu d'un point de vue radio pas mal d'améliorations. On a plus de points finalement en modulation. Donc ce qu'on appelle la quadrature, c'est on va voir en fonction de la fréquence et de l'amplitude, on va avoir un point. Plus on a de points, plus on peut véhiculer donc d'informations. Plus on a de points différents, plus on peut véhiculer d'informations. Donc ça, c'est effectivement un point qui est important parce que ça va nous permettre d'augmenter mathématiquement la quantité de données qu'on amène. La bande passante peut être évidemment plus large, donc jusqu'à 320 MHz, ce qui nous permet également de véhiculer plus d'informations. Cet ensemble de facteurs va faire en sorte qu'on peut aujourd'hui aller chercher jusqu'à 23 gigabits par seconde de débit radio, ce qui est effectivement énorme. Ce qui devient effectivement intéressant pour certaines applications avec une forte consommation en données. Et aujourd'hui, avoir des vidéos 4K, voire 8K sur des téléphones, ça va devenir de plus en plus courant. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez pertinent. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc la nouvelle méthodologie d'accès à la radio nous permet notamment d'avoir une meilleure efficacité spectrale. Donc on le voit. Auparavant, en Wi-Fi 5, chaque usager, pendant une période de temps, utilisait le canal et il devait finalement un usager devait attendre que l'autre ait fini de parler pour pouvoir parler et c'est comme ça qu'on répartissait effectivement l'accès à la radio. Wi-Fi 6, effectivement, a amené une énorme différence qu'on avait plusieurs usagers qui pouvaient parler ensemble. Par contre, on avait encore certains trous, mais c'était quand même une très grosse évolution. Le Wi-Fi 7 a amélioré un peu plus la méthode d'accès au FDMA, ce qui nous permet d'avoir
une bien meilleure efficacité spectrale qu'auparavant. Donc ça, c'est un vrai intérêt. Donc vous voyez, la même quantité de données des usagers, finalement, est passée en moins de temps que on pouvait le faire en Wi-Fi 6. Donc ça peut amener évidemment plus de débit, parce que les radios sont libres plus rapidement. Ça peut également améliorer finalement l'expérience des usagers quand on a beaucoup d'usagers connectés sur une même radio. Le multilink, donc la grosse évolution que j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est une techno qui s'appelle MLO pour multilink opération. Elle peut être utilisée selon 3 modes différents. On peut avoir un mode, disons, haute performance, où vous allez avoir le terminal qui va utiliser les 3 radios, donc 2 Go 4, 5 et 6 Go pour faire passer un maximum d'informations différentes. Donc ça nous amène un grand débit. On peut avoir un mode très haute disponibilité, enfin fiabilité, disons, où on envoie les mêmes données sur les 3 radios, comme ça on est sûr de les avoir, de toutes les avoir et de ne pas avoir à rejouer finalement dans les couches supérieures les données. Et il y a également finalement le mode un peu plus orienté QoS où basé sur les applications, on va privilégier l'une ou l'autre des radios pour les load balancer et on va savoir qu'on a par exemple en 5 ou 6 gigas, on va avoir une meilleure qualité de service, que c'est une bande de fréquence qui est moins polluée. Mais par contre, le 2 Go 4, ça peut être du best effort ou on sait que le 2 Go 4, voilà, ça traverse mieux les murs, donc ça peut être potentiellement intéressant de l'utiliser quand on veut aller dehors. Donc, en fonction des modes, ça va nous permettre vraiment d'utiliser l'ensemble des radios de la meilleure façon possible. Auparavant, dans les bonnes pratiques, notamment en Wi-Fi 6, on continuait de vous conseiller d'utiliser des SSID dédiés sur le 5 GHz ou sur le 6 GHz pour ceux qui utilisaient du JSE, parce que c'était une meilleure radio que les autres. Mais donc, ce qui veut dire que le 2 Go 4, on l'allumait que pour certains besoins spécifiques, parce qu'effectivement, on n'a pas la bande de fréquence qui permet d'avoir un réseau fiable avec du 2 Go 4. Mais finalement, le fait de ne pas la considérer, ben on perdait complètement l'utilité de cette radio-là. Le Wi-Fi 7 va nous permettre effectivement d'utiliser un peu le meilleur des deux mondes. Oui, le 2 Go 4, c'est pas optimal, mais par contre, ça peut être intéressant parce que ça va plus loin dans certains cas. Et vu qu'on reçoit aussi les données en 5 et 6 Go, ben ça peut nous permettre justement de vraiment améliorer l'expérience et d'avoir une zone de couverture un peu plus grande. Donc ça, c'est une très grosse différence et c'est quelque chose qu'il faudra effectivement creuser et je vous encourage à le considérer sur les prochains déploiements. Les cas d'usage, évidemment, vont être multiples. Alors là, c'est sûr, ça va sonner un peu marketing, hein, côté métaverse, tout ce qui est manufacturing, télémédecine, etc. Mais finalement, plus on va avoir un réseau qui va être fiable et sans fil, plus finalement on va pouvoir utiliser des équipements qui vont avoir vraiment besoin de cette fiabilité-là. Donc forcément, les cas d'usage vont aller avec. Je pense à la télémédecine, c'est un point qui est effectivement important parce qu'on a besoin de latences qui sont faibles, etc. Ben, les différentes évolutions de protocoles, et notamment Wi-Fi 6 et maintenant 7, on a largement amélioré tout ce qui était latence et jitter. Donc ça, c'est un point qui est super important. Quand on parle de warehouse, c'est la capacité d'avoir des robots qui sont connectés en Wi-Fi et qui, basés sur ce qu'ils reçoivent en Wi-Fi, sont capables d'aller amener des paquets à droite à gauche de manière autonome. Donc, effectivement, parce qu'on va avoir un réseau qui va être de plus en plus fiable, on va avoir du coup des applications qui seront plus demandantes en termes de fiabilité et donc qui pourront profiter de ces nouvelles technologies réseau. Donc, on a évidemment sorti une borne Wi-Fi 7 qui est disponible. Je vais vous jouer la vidéo. C'est vraiment un aspect un peu commercial, un peu publicitaire, mais pour vous montrer effectivement cette borne-là. Et après, on va rentrer dans le détail de la borne. Ah, ça sonne très, très, très marketing. Je trouve ça toujours
toujours rigolo, mais ce qui est important de garder de ce message-là, c'est effectivement de comprendre que nous, on est déjà prêt en fait sur du Wi-Fi 7. Donc Huawei a lancé sa borne Wi-Fi 7 en juin ou juillet cette année, donc il y a déjà quelques mois. Et quand je dis lancer, c'est voilà, vous pouvez la commander et vous la recevez, vous pouvez l'installer. On n'a pas de problème de livraison, mais je vais revenir évidemment sur ce point-là. Donc aujourd'hui, le Wi-Fi 7 est disponible. Ok, vous avez peut-être pas encore les terminaux qui permettent d'utiliser du Wi-Fi 7, mais si il y a une nouvelle infrastructure qui doit être pensée, effectivement, ça peut être une piste de réflexion de la travailler en Wi-Fi 7, étant donné que maintenant cette borne-là est disponible et est livrable. D'un point de vue caractéristiques techniques, donc cette borne-là fait partie, disons, du moyen haut de gamme chez nous. Donc on a effectivement privilégié cette partie-là. On a des nouvelles bornes plus entrée de gamme qui vont sortir au fur et à mesure des prochains mois. Cette borne-là a amené finalement tous les avantages qu'on a chez Huawei d'un point de vue technologique. Donc on a effectivement toutes les radios qui sont disponibles, le 2.4, le 5 et le 6 Go. On a un mode spécifique au niveau des antennes. Donc, on en a parlé, c'est la grande force de Huawei, hein, la partie radio et antenne. La même borne omnidirectionnelle peut fonctionner en deux modes. En mode omnidirectionnel, donc globalement on éclaire absolument partout, mais également un mode haute densité où si pour X raison dans une salle avec une grande densité d'usagers, on veut concentrer finalement les antennes vers une zone précise pour capter un pool d'usagers précis, on peut activer ce mode-là effectivement qui va zoomer finalement sur un groupe d'usagers en dessous. Donc ça nous permet justement de faire de la haute densité. Ça, c'est des vraies innovations hein, côté antenne. Et effectivement, on est capable de travailler sur l'ensemble des canaux à 160 MHz et jusqu'à 320 évidemment sur le 6 GHz. Donc ça nous amène des performances assez élevées puisqu'aujourd'hui on est capable d'atteindre jusqu'à 18 gigabits d'un point de vue radio. Et ça, c'est effectivement un sujet qui est extrêmement important pour tout ce qui est application qui demande pas mal de bandes passantes ou effectivement si on a beaucoup d'usagers connectés. D'un point de vue technologique, il y a eu pas mal de travail qui a été fait au niveau des antennes et au niveau électronique pour être capable finalement d'améliorer à la fois la consommation électrique des bornes, leur poids et leur impact physique. Donc ça, c'est une grande force qu'on a chez Huawei, c'est la partie vraiment construction électronique. Et donc, effectivement, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus pour optimiser finalement le développement de cette borne-là. Ça complète ma partie sur le Wi-Fi 7. Comme vous le voyez sur la partie Wi-Fi 7, on amène effectivement beaucoup de performances. On amène beaucoup de nouvelles choses qui peuvent être pertinentes. Maintenant, effectivement, dans un réseau, il y a souvent pas que du Wi-Fi, et plus on a de performance d'un côté, plus il faut effectivement considérer la performance sur l'ensemble de la chaîne, et donc sur l'ensemble du réseau. L'idée de cette slide, c'est de vous introduire les différentes parties d'un réseau d'entreprise où est-ce que vous pouvez travailler avec Huawei. Donc, c'est une représentation classique d'un réseau traditionnel. On va avoir le data center au centre avec tout ce qui est switching dédié au data center. Donc, on a des gammes qui sont orientées data center, sens de ventilation, vitesse de port, certaines fonctionnalités comme le SDN qui sont un peu plus intéressantes côté data center. Donc, on va effectivement avoir cette gamme qui est aujourd'hui disponible et si vous avez des besoins de data center, on pourra évidemment regarder tout ça. En dehors du data center, on retrouve ce qu'on appelle le campus. Le campus, ça regroupe tout ce qui est Wi-Fi, on vient d'en parler, la partie LAN filaire, donc tout ce qui est switch, et également les routeurs, que ce soit les routeurs gérés par vos opérateurs, ce qu'on appelle des CPE, ou également la partie SD-WAN, si vous les utilisez en SD-WAN et que vous êtes vous-même propriétaire des routeurs. Ce qui est important de garder en tête, c'est que chez Huawei, on va être capable de travailler sur l'ensemble de cette cartographie-là. Donc, on peut travailler à la fois sur tous les aspects du campus, également sur la partie data center. Et ça, c'est un vrai sujet. Toutes ces innovations qu'on a regardées aujourd'hui côté campus, on va en avoir également des très intéressantes côté LAN filaire et on sera
évidemment ravi d'en discuter aux côtés de Novancy pour essayer d'avoir vraiment une vision un peu plus globale. En parlant de vision globale, quand on parle de votre campus, donc vous avez sûrement des switches, peut-être des routeurs, effectivement des bornes Wi-Fi. Comment on gère tout ça? Donc chez Huawei, on a une plateforme qui s'appelle eMaster NCE, qu'on appelle également NCE Campus ou Cloud Campus. C'est le même nom c'est plusieurs noms pour le même produit, donc c'est important de le garder en tête. Et vous allez avoir un dashboard qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre réseau. Donc c'est ici que vous allez gérer votre LAN, votre Wi-Fi, votre WAN, etc. Cette plateforme-là, ça va être votre point de gestion de votre réseau, votre point de gestion unique. Cette plateforme peut être consommée soit dans le cloud public. Vous le voyez, on a un petit drapeau français parce que notre plateforme est hébergée en France, dans un data center français. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les clients veulent avoir leurs données qui restent en France. Alors, les données qui circulent sur le réseau restent évidemment chez vous, mais la partie administration des équipements, on a fait effectivement le choix d'installer la plateforme localement en France pour que vous soyez justement, disons, rassurés sur le fait qu'on est au plus proche finalement de nos clients. On peut également, pour ceux qui le veulent, l'installer en mode on-premise. Donc, si vous souhaitez l'installer sur votre propre serveur, vous pouvez. Garder en tête que c'est des spécifications techniques qui sont un peu élevées puisque c'est un outil qui a été conçu à la base pour le cloud public. Et généralement, les clients qui vont l'installer on-premise, ça va être des clients qui ont des très gros réseaux et qui ont plusieurs milliers d'équipements et qui voudraient installer le serveur chez eux. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Ce qui est important de garder en tête, c'est que cet outil, vous pouvez le consommer comme vous voulez, dans le cloud public ou on-premise, ou en mode MSP géré par un tiers, comme Novancy par exemple. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc, ça, c'est un point qui est effectivement important. On travaille sur l'ensemble du scope. Dernier point qui est important avant de passer la main à Anthony. Euh, donc, depuis maintenant 2 ans, on a travaillé sur ce qu'on appelle une promotion qui s'appelle Fast Track. Et l'idée, c'est d'être capable de vous sélectionner un certain nombre de produits. Donc, on a beaucoup de Switch, on a pas mal d'AP également, qu'on est capable de vous livrer en 2 semaines. Et ça, c'est un point qui est assez important. Vous savez que depuis maintenant plusieurs années, à la suite du Covid, les chaînes de fabrication ont été extrêmement ralenties, notamment sur la partie électronique. On a la chance chez Huawei justement d'avoir notre propre R&D, d'avoir nos propres usines. Huawei fabrique ses propres équipements, on ne fait pas fabriquer par un tiers. Donc vu qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne, ben, ça nous permet justement d'être capable de continuer de fabriquer, d'avoir cet avantage-là par rapport à certains de nos concurrents qui peuvent mettre parfois 6 mois, 1 an, voire plus en délai de livraison. Donc on a travaillé effectivement sur une promotion avec certains équipements qu'on voit un peu plus chez nos clients et qui vont être tenus en stock chez nous au niveau de la France pour être capable de vous livrer le plus rapidement possible, souvent effectivement en 2 semaines, avec un tarif qui est effectivement attractif pour vous permettre de vous équiper rapidement et facilement. Et on a toutes sortes de clients qui utilisent cette promotion, que ce soit le fast track dans l'éducation, dans la santé, le retail, etc. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est un programme qu'on reconduit régulièrement parce que nos clients ont besoin d'avoir des équipements rapidement pour réaliser leurs projets et aujourd'hui, c'est une grande force de Huawei. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la balle à Anthony. Merci Guillaume pour cette présentation de Huawei et donc de la partie Wi-Fi 7 et un peu du catalogue. Donc maintenant l'idée, on va vous présenter avec Guillaume également donc la console NCE Campus qui va en fait vous permettre d'administrer donc l'ensemble de votre parc, que ce soit Switch, borne Wi-Fi, contrôleur ou bien routeur. L'idée c'est quoi? C'est jusqu'à présent, en tant qu'administrateur réseau ou ingénieur, on a tous entre guillemets l'obligation de passer généralement par des TeamViewer, des prises en main à distance, des VPN pour pouvoir se connecter sur nos équipements. Du coup, ce qui rend fastidieux l'administration au quotidien. L'idée de ce genre de solution, c'est de vous permettre finalement d'administrer depuis n'importe quel endroit votre architecture Wi-Fi ou réseau ou bien aussi la partie routeur. Donc je vais partager mon écran. Donc avec l'autorisation d'un client, on a pu du coup récupérer l'accès à son tenant. Alors, tac,
tout l'écran, ça va être celui-ci. Paf. Voilà. Donc je vais vous présenter donc la console NCE Campus. Donc comme vous pouvez le voir, donc quand on se connecte, on a un dashboard avec l'état de santé global donc de notre réseau. On va avoir plusieurs onglets qui vont avoir chacun, je dirais, un impact sur l'usage de la console et sa configuration. Donc on va le voir au fur et à mesure, hein. Donc la partie design, provision, admission, monitoring, maintenance, analysis et système. L'idée, c'est vraiment de vous présenter cette solution. On ne pourra pas rentrer dans le détail de chacun des menus, mais au moins pour vous montrer la souplesse qu'on peut avoir avec ce genre de solution en mode cloud. Pardon. Donc sur la partie design, donc dans un premier temps, comment on va fonctionner? On va d'abord déjà créer des sites. Donc en effet, le fait qu'on soit en mode cloud, on peut faire une gestion multi-site. Donc typiquement, on va avoir une certaine hiérarchie, un peu comme sur des dossiers Windows, je dirais, où en fait on va avoir des dossiers et des enfants, enfin des parents et des enfants. Donc dans ce client, on a du coup une arborescence qui est d'avoir des sites distants et un siège. Et en fait, finalement, sur chacun des sites distants, on va pouvoir créer donc différents sites et administrer un certain panel d'équipements. On va faire du coup le cas d'usage, on va se créer un environnement de test, donc on va l'appeler test typiquement, voilà, dans la partie site distant. C'est pas, pardon, hop, ici, plutôt en global, voilà. On va créer une arborescence test. Dans cette arborescence, je vais vouloir créer un site, donc on va parler de Novancy. Donc, ce qui est bien, c'est vu qu'on est sur une gestion multi-site pour les clients qui laissent le dashboard affiché sur un écran de supervision, on a la possibilité de rajouter des coordonnées donc GPS. Donc si je mets, mettons, Novancy Mérignac, tac, je fais la recherche sur Google, je récupère les coordonnées, je fais OK. Donc là, on a créé notre site, on a créé sa position géographique et on a la possibilité de choisir donc, quels sont les équipements que je vais vouloir administrer sur ce site distant. Donc en Europe, on n'a que quelques équipements qu'on peut administrer du catalogue Huawei, c'est-à-dire donc la partie access point, donc les AP, la partie router, la partie switch et la partie wireless controller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai coché la partie contrôleur, ça m'a automatiquement retiré le fait de pouvoir administrer des bornes Wi-Fi. En effet, parce que si on choisit AP ou contrôleur, on part du principe que quand on choisit le mode AP, en fait, c'est la solution NCE Campus qui devient notre contrôleur et qui du coup va être géré en cloud. Par contre, si on choisit l'option contrôleur, donc en fait, on va administrer depuis le cloud notre contrôleur qui est on-premise. Voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir. Les autres options, on ne les a pas parce que typiquement, on n'a pas la possibilité d'acheter des firewalls Huawei en Europe. Voilà. Mais vu que ça reste une solution internationale, on a la possibilité de venir les administrer. Après, on va avoir d'autres infos, typiquement, donc si on met une description, après c'est un peu comme du SNMP, on va renseigner quelques informations de contact, type email, numéro de téléphone et ainsi de suite. Une fois qu'on crée notre site pour la première fois, on peut avoir la possibilité soit de partir sur un paramétrage par défaut, donc ça veut dire qu'on va refaire de A à Z toute la configuration de nos équipements réseau. Ou alors, généralement, nous, ce qu'on fait dans le cas d'un POC notamment, si le client veut faire un test de configuration sur un environnement très restreint, on est capable de cloner un site déjà existant pour pouvoir récupérer toute sa configuration. Donc, on va rester en mode default. Une fois qu'on crée notre site, on a la possibilité aussi du coup de venir récupérer donc tous les équipements qu'on a inventoriés dans notre solution NCE Campus. Donc, soit on vient choisir donc les devices qui sont disponibles dans notre pool. Donc, ça veut dire qu'au préalable, j'ai déjà renseigné donc toutes les bornes qui vont être à manager ou tous les switches qui vont être à manager avec le site test. Voilà. Si c'est pas fait, donc on a deux façons de pouvoir rajouter des équipements réseau, soit par leur numéro de série, soit par leur modèle. Comment ça fonctionne? Donc typiquement, là, je vais prendre le cas d'un switch avec un modèle 5735, allez, voilà, d'une première génération. Je veux en rajouter deux et je vais leur attribuer un rôle. Ce rôle, c'est juste en fait un tag que l'on va attribuer au switch. C'est pas parce qu'un switch, je vais lui mettre le rôle de cœur, de corps du coup, qui va faire office de cœur de réseau. C'est vraiment un tag pour se repérer après dans la solution cloud. Donc là, je vais mettre access. Une fois qu'on a choisi donc de renseigner donc deux équipements, donc on va mettre donc le nom et surtout le numéro de série.
Ensuite, comment ça fonctionne? Donc, que ce soit une borne Wi-Fi ou un switch, ils sont tous livrés nativement avec je dirais un package de configuration qui vont permettre, bien sûr, si les flux vers le WAN sont autorisés depuis le management, de venir broadcaster les informations sur le WAN et de venir récupérer un contrôleur. Donc c'est là en fait que la borne ou le switch vont essayer de communiquer avec le NCE Campus. Dès lors que la communication sera établie, l'équipement va remonter automatiquement dans la solution cloud. Voilà. Donc là, on va prendre le cas d'un site distant, mettons sur ce site-là, sur le site d'Amboise. Hop, ça prend un peu de temps pour s'afficher. Voilà. Sur notre site, bah là, on a des bornes Wi-Fi et des switches d'accès. L'avantage, c'est que du coup, on a la possibilité de faire un remplacement. On est tous confrontés à typiquement un switch qui tombe en panne, une borne Wi-Fi qui tombe en panne. Avec le replace, si jamais j'ai du stock dans mon inventaire réseau, je peux venir sélectionner l'équipement que je veux remplacer avec un équipement qui attend dans le pool. Et en faisant ce mécanisme de replace, on est capable de remplacer rapidement un équipement. Pareil, là on est sur une architecture multisite. Admettons, je veux déplacer une borne Wi-Fi d'un site A vers un site B, ou un switch d'un site A vers un site B. J'ai juste à choisir cet équipement et faire un change site et je viens sélectionner le site distant où je veux déplacer mon équipement et automatiquement il va récupérer toutes les configurations qui seront attribuées à ce site. Donc on le verra tout à l'heure comment on configure les informations basiques, le VLAN, tout ça on le verra par la suite. Une fois qu'on a constitué notre hiérarchie de sites, avec les sièges, les sites distants et donc du coup peuplés avec des équipements réseau, ce qui est vraiment intéressant avec cette solution, on est tous confrontés régulièrement à avoir des schémas réseau qui sont jamais à jour, des visios, alors c'est pas bien, hein, mais des visios qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, et puis on n'a pas tout le temps une supervision qui nous permet de faire un mapping de tous nos équipements réseau. Bah là, en l'occurrence, avec cette solution, on va passer par un protocole qui est très connu, hein, c'est une norme, c'est le LLDP. En fait, on va venir questionner votre voisine, le voisinage du switch ou de la borne, et on va pouvoir constituer ce fameux plan réseau. Donc là, on retrouve typiquement un switch cœur de réseau avec des switches de distribution, et au bout, on va avoir des bornes Wi-Fi. Voilà. Tout ça, c'est dynamique, et cette information va renseigner un inventaire de liens que l'on va retrouver dans la partie justement donc link management. Si je prends la première ligne par exemple, on va avoir le switch SRR02 qui communique avec un switch SAN depuis le port 0023 vers le 000. Voilà. Tout cet inventaire est régulièrement mis à jour, donc il y a un pool qui est fait depuis la solution NCO Campus qui vient questionner régulièrement les switches et qui met à jour automatiquement la topologie réseau. Voilà. Je ne sais pas s'il y a les communications qui sont ouvertes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre. Donc une fois qu'on a défini notre design, je dirais, on va pouvoir passer à la partie configuration via le menu donc provision. Donc on va venir travailler sur la configuration d'un site. C'est-à-dire qu'on va venir se connecter sur un site et on va venir choisir quel est le rôle que je veux, admettons, administrer. Donc là, on retrouve la notion de tag avec l'access, l'AP ou bien le cœur. Donc en l'occurrence, là, on est sur un site distant, donc j'ai que la partie switch d'accès et la partie borne Wi-Fi. Si je prends pour exemple la partie siège, donc avec le site principal, on va avoir un tag supplémentaire qui correspond à la partie cœur. Parce que quand on a déployé deux switches, on leur a attribué le rôle de cœur de réseau. Mais ne serait-ce, enfin, ce n'est qu'un tag. Ce n'est pas parce qu'on a choisi cœur qu'on pourra configurer des choses en plus. Donc dans l'occurrence, moi je vous présentais donc avec un environnement de test. Je ne sais pas si je peux le faire là. On va voir. Bon, on va prendre ce site-là, c'est pas grave. Donc comment ça fonctionne? Donc on n'a pas besoin de se connecter en ligne de commande. Tout se fait justement via de l'interface graphique. Donc là, les vieux barbus du réseau généralement boudent un peu ce genre de solution, mais c'est vrai qu'au quotidien, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être, je dirais, formalisées avec des lignes de commande, bah, c'est vachement plus souple. Donc on a la possibilité donc de configurer des choses très simples, hein, comme le NTP, la partie SNMP, donc V1, V2, V3. Voilà. La gestion des logins pour se connecter sur les équipements réseau. Est-ce que du coup je veux créer des comptes administrateurs? Est-ce que je veux créer aussi des comptes type monitor? Donc là on va avoir une différence de privilèges hein, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec les configurations. L'administrateur comparé à du Cisco par exemple ou même Huawei, on va jusqu'à du privilège 15, alors que monitor on s'arrête bien en dessous.
On a différents types d'accès, HTTPS, SSH et terminal. Attention, la partie terminal, on peut l'attribuer qu'à un seul user. En fait, c'est le fait de pouvoir se connecter en console avec le compte admin. Voilà. Une fois qu'on a renseigné ces informations donc standards, je dirais, on a la possibilité aussi de manager donc les attributions d'adresse IP qu'on va faire sur nos bornes Wi-Fi et sur nos switches. Moi, je mets quand même un gros point d'attention à conseiller généralement à tous les clients de ne pas attribuer en dur sur des solutions type là comme NCE Campus, d'attribuer une adresse IP en dur sur la partie borne Wi-Fi. Pourquoi? Parce que une borne Wi-Fi, ça doit rester dynamique. Vaut mieux faire des réservations sur des serveurs DHCP. Ça évite d'avoir des dupliqués d'adresses IP. Entre guillemets, on a attribué une adresse IP sur la solution cloud qui est différente de ce que l'on a en premise. Et au final, on se retrouve avec des dysfonctionnements sur la partie réseau. La seule configuration qu'on doit vraiment avoir en dur, ce sont vraiment les switches. Parce qu'en effet, un switch, c'est pas dynamique. En restant sur la partie switch, encore une fois, hein, on fait tout en interface graphique. Sur la partie subnet, on va pouvoir administrer des interfaces de niveau 3, donc typiquement attribuer une adresse IP à un VLAN. On va pouvoir jouer aussi sur la partie routage, avec du routage statique comme du routage dynamique avec la partie OSPF. Voilà. Au niveau des interfaces, là encore une fois, il n'y a pas besoin de se connecter en ligne de commande, de faire un conft pour du Cisco ou un System View chez Huawei. Là, on choisit le port et puis on vient administrer directement la configuration qu'on veut lui attribuer. Donc, est-ce qu'on veut être en mode access, en mode trunk, en mode hybride, QNQ, voilà. Donc là, pour l'exemple, je me mets en mode access, mettons le VLAN 1. Et dans la partie avancée, on peut aussi faire des choses qui généralement sont très complexes en ligne de commande. Typiquement, est-ce que je veux mettre de la QoS? Est-ce que je veux faire du spanning tree? Un protocole qui est très boudé aujourd'hui, le spanning tree, parce que c'est pas facile à comprendre son bon fonctionnement. Est-ce que je veux activer du storm control? Voilà, pas mal de choses en fait qui finalement, juste avec un clic, vous permettent de paramétrer l'option sur votre port. Donc, c'est bien parce que ça rend facile le paramétrage d'un switch ou d'une borne. Par contre, c'est vrai que derrière, il faut avoir plus de maîtrise quand même sur la partie réseau. Bon, je vais pas tout vous présenter. Ensuite, dans la partie avancée, donc on va pouvoir interagir avec la partie spanning tree, la partie VRRP pour ceux qui sont un peu familiarisés avec ce protocole de haute disponibilité sur les passerelles que portent les cœurs de réseau généralement. L'attribution des VLAN. Là encore une fois, j'ai pas besoin de me connecter sur mon suite pour taper VLAN ID pour créer un VLAN. On va avoir la possibilité soit de créer manuellement un VLAN, ou bien, comme on peut le voir, il y a aussi une section où on va avoir des créations de VLAN qui se feront automatiquement. Comment elle fonctionne cette section? Généralement, ça nous est tous arrivé de se dire bon bah c'est bon, j'ai attribué le VLAN 3 mettons sur mon port. Par contre, le VLAN ne fonctionne pas. Parce que généralement les gens oublient de créer dans un premier temps donc ce fameux VLAN dans la base de données. Et ben là naturellement, si dans ma solution cloud je renseigne un VLAN, automatiquement NCE Campus va venir vous déclarer ce VLAN dans la base de données. Donc c'est quand même assez souple. Voilà, donc après il y a forcément d'autres choses comme le VXLAN qui sont disponibles. Sur la partie borne Wi-Fi, donc on a la possibilité donc de créer donc forcément différents SSID de différents types. En l'occurrence, si je veux en créer un nouveau, sur quelle radio je veux le déclarer. Donc là, on retrouve un peu les notions que vous a présentées précédemment Guillaume, donc le 2,4, le 5 et le 6. Le VLAN que je veux lui attribuer. Est-ce que je veux faire en sorte de planifier des plages horaires où je vais activer mon SSID? Bon, généralement, c'est vrai que nous, on le préconise de mettre une planification horaire sur la partie guest parce qu'on veut pas que, entre guillemets, Jean-Michel qui est à l'extérieur puisse se connecter sur notre réseau guest. Donc, du coup, on le ferme la nuit. On va avoir d'autres paramétrages type avancé. Est-ce que je veux cacher mon SSID? Est-ce que je veux limiter le nombre de users? Voilà, il y a quand même pas mal de choses de disponibles. Et encore une fois, tout ça sans avoir besoin de se connecter sur un équipement en direct. Si on va un peu plus loin dans la sécurité, par exemple de la partie Wi-Fi, on va avoir la possibilité donc de configurer trois modes d'authentification, soit en un mode open, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de sécurité. On peut faire de l'open avec un portail, donc type portail guest. Donc on va avoir authentification possible avec du SMS, avec de l'email, du réseau social, type Facebook ou autre. On va avoir un réseau semi-open, donc là on connaît tous la fameuse PSK. Il y a la partie aussi PPSK qui n'est pas spécialement connue, mais généralement que l'on va mettre en place dans des espaces de coworking. C'est typiquement quand on veut faire en sorte que sur un SSID donné, chaque user ait sa propre PSK.
Donc c'est un peu comme du 802.1x, on va dire avec une authentification Windows, sauf que là c'est géré en direct sur la solution Wi-Fi. Possibilité aussi de faire de l'authentification par MAC adresse, ce genre de choses. Et bien sûr, on retrouve donc le fameux 802.1x, donc la partie Radius, qui est quand même plus commune à tout le monde. Voilà. On a la possibilité, bien évidemment, de déclarer donc de la sécurité supplémentaire. Est-ce que je veux me protéger contre du spoofing, contre du brute force de mes SSID? Donc tout ça, en fait, en fonction du niveau que vous allez choisir, vous allez avoir un niveau supplémentaire qui sera coché. Voilà. Là, par contre, il manque des choses. Donc des menus sur la partie avancée. Voilà. Pareil, sur la partie avancée, vous avez la possibilité de paramétrer typiquement des réseaux mesh et des bornes parfois qu'on va utiliser pour, quand on n'a pas la possibilité de tirer un câble filaire entre deux sites, entre deux bâtiments, on prend deux bornes et monter un tunnel, je dirais, radio entre les deux. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie configuration. Donc c'est très rapide, hein, on va pas entrer dans le détail. Moi, ce que j'aime bien aussi présenter, donc forcément, il y a côté monitoring, on va avoir en fonction des syslogs un degré qui va être attribué à différentes alarmes, donc critiques, majeures, mineures et informationnelles. Mais surtout, moi, là où je retrouve quand même une sacrée force dans ce genre de solution, c'est dans la partie maintenance. Ça va vous permettre de mettre à jour depuis n'importe quel endroit, mettre à jour des switches, des bornes Wi-Fi, mais aussi de pouvoir centraliser vos configurations. Typiquement, si je prends un switch ou une borne que je voudrais la mettre à jour, donc là on va prendre ce cas hein, d'Amboise, où en fait on va pouvoir gérer toute la partie access point. Hop, j'arrive pas à cliquer sur. Ah, c'est bon. En fait, je vais pouvoir mettre à jour donc mes bornes Wi-Fi en venant choisir donc au préalable un software que j'aurai du coup importé dans la solution, mettre aussi en place un patch, et surtout ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir provisionner, planifier finalement cette mise à jour. Est-ce que je veux la faire à une certaine heure un dimanche, un lundi, ouais, on peut tout faire. J'en ai parlé juste avant. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté donc possibilité de gérer donc les configurations des switches. On a tous été confrontés au moins une fois avec un switch qui tombe en panne et on a perdu la configuration. Donc là, ça c'est super complexe. Pourquoi? Parce que du coup, il faut qu'on se rappelle quels sont les ports qui étaient configurés, les VLAN, l'attribution, tout ça. Et ça, c'est pas toujours, on va dire, super cool quand on doit dépanner. Là, en l'occurrence, on peut faire des snapshots, pardon, un peu comme sur la partie serveur. C'est-à-dire que je vais mettre en place une tâche qui va être, mettons, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou une fois enfin, une fois tous les 3 mois, venir faire une sauvegarde de ma startup et de ma running configuration. Bien sûr, on peut la récupérer, on peut télécharger le fichier, ce qui du coup va aussi nous permettre, en cas de défaillance d'un switch, récupérer la conf, la réinjecter dans la solution NCE Campus et la réattribuer un switch. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et surtout, nous, il y a quand même vachement pratique au quotidien pour les équipes d'administration en centre de service typiquement, ça va être de pouvoir, je dirais, suivre les modifications qui sont apportées sur les switches. On va avoir entre deux backups de configuration la possibilité de voir quelles sont les modifications qui ont été apportées sur un switch. Donc là, clairement, on peut voir que il y a une modification qui a été apportée sur l'attribution d'un VLAN sur un port. Voilà. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont pour moi importants dans la gestion au quotidien d'un réseau, de pouvoir suivre l'évolution des configurations et de la compliance avec le constructeur. Rapidement, juste pour vous montrer aussi, on a la possibilité de se connecter en ligne de commande sur un switch. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir un TeamViewer ou de demander l'accès depuis un VPN à un équipement réseau. Donc là, je vais choisir une borne Wi-Fi. Donc là, je vais ouvrir la section command line. Et en fait, depuis mon navigateur, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme d'autres solutions du marché, où en fait, on va venir écraser notre onglet. Là, dans un autre onglet, on va avoir la possibilité de se connecter en ligne de commande sur mon équipement réseau.
Donc ça, c'était la partie NCE Campus. Je vais profiter de 2 dernières minutes pour vous présenter juste rapidement un autre point qui pour moi est, je dirais, essentiel dans le debug de la partie Wi-Fi. Dans la section analysis, c'est le Campus Insight. Donc c'est une option supplémentaire qu'on peut prendre avec justement donc le NCE Campus. On a tous eu une fois le problème de l'expérience, je dirais, sur la partie Wi-Fi où il y a 2 jours, bah, malheureusement, j'étais en télétravail et puis il y a une personne qui a pas réussi à se connecter au Wi-Fi ou elle a pas réussi à avoir une adresse IP ou il y avait des fluctuations de performance. Avec Campus Insight, on a la possibilité via le client journée. Donc généralement, c'est une solution qu'on va utiliser plus en Wi-Fi parce que généralement, c'est vrai que sur la partie réseau filaire, on a rarement des problèmes de performance. On va plus avoir ces soucis-là sur vraiment sur un réseau Wi-Fi. Et ben si je prends un client au hasard, mettons je vais prendre ce client-là, je vais pouvoir suivre tout au long de sa journée son évolution de sa consommation sur la partie réseau. Donc là, je vois que c'est un client qui s'est connecté ce matin à 8h20 depuis la fréquence donc sur la 5G, sur la bande Wi-Fi donc la 135, via le SSID donc VTH interne. Bon, bah, on a une réception, je dirais à moins 65 dB, donc on est assez bas, mais bon, en soi, ça reste comme une bonne réception pour pouvoir travailler. Ça fait 3h30 qu'elle est connectée, donc elle est bien connectée sur le réseau. Et on est capable, donc là on n'a pas assez de retour d'expérience sur ce client, mais on va être capable de le suivre tout au long de sa journée si je choisis une plage horaire, bah, du coup d'avoir plus d'informations sur sa performance et son suivi, je dirais, tout au long de sa journée. Voilà pour la présentation. Encore une fois, c'est très rapide, on peut pas rentrer dans le détail. Si jamais vous voulez avoir plus d'explications pour les personnes qui disposent déjà de matériel Huawei sur le fonctionnement de la solution, bah, n'hésitez pas à nous recontacter. On se fera un plaisir de vous accompagner pour bah, prendre le temps de revoir tous les menus et de voir jusqu'où on peut aller aussi en fonction de votre besoin. Je sais pas si Guillaume, tu veux du coup, je dirais, Non, mais étoffer la partie NCE c'était Campus. c'était très clair. Merci, merci beaucoup, Anthony. Donc, ce qu'il faut effectivement garder en tête, c'est vous avez 2 niveaux de licence qui sont disponibles. Le premier niveau de licence vous donne toutes les fonctionnalités d'NCE Campus que vous venez de voir. Donc, sauf la partie Insight. Donc, quand je parle NCE Campus, c'est la capacité de gérer les sites, faire des templates de sites, gérer vos équipements, faire des templates hiérarchiques, les premiers outils de monitoring pour être capable de voir l'état d'un switch, d'une AP, etc. Faire de la capture de paquets à distance également. Donc, toute la partie authentification, PPSK, on en a parlé, la capacité d'avoir plusieurs clés PSK par SSID, donc même une clé par usager. Tout ça fait partie de la licence de base. Si vous voulez aller vraiment encore plus loin d'un point de vue monitoring et troubleshooting, il y a une licence avancée qui nous permet justement d'aller chercher de débloquer le Campus Insight qui vient d'être présenté rapidement. Et là, effectivement, permettre d'aller un peu plus loin et de rejouer finalement des événements passés pour un client. Donc, l'idée de cette licence avancée, c'est, comme l'a très bien montré Anthony, d'avoir la possibilité de dire, OK, tel client a eu un problème avant-hier à 17 heures. OK, ben, qu'est-ce qui s'est passé entre 16h30 et 17h30? Et on va rejouer toute son expérience utilisateur et voir peut-être qu'il y a un problème d'un serveur d'HCP, peut-être qu'il n'était pas connecté sur une borne, sur la borne qui devait être connectée, et on va être capable de vraiment rejouer l'ensemble de la situation qui a eu lieu dans le passé. Donc ça, parfois, effectivement, ça peut être intéressant et c'est effectivement une licence qui peut être considérée du coup en ce sens. On reste évidemment toujours disponible à vous accompagner avec nos amis de chez Novancy. Et pour moi, je pense qu'on a fait déjà un très bon premier tour de situation. Merci beaucoup. Donc je sais pas s'il y a des questions. Vu que j'ai pas eu dans le chat, il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on peut clôturer cette session, si c'est OK pour tout le monde. Bah, merci à tous et au plaisir d'une éventuelle rencontre.